Dans la lutte pour la survie, jouer ne devrait logiquement pas figurer en tête de liste des priorités animales. Certains pourtant, tels nos proches cousins bonobos, consacrent des heures et des heures à ce passe-temps apparemment improductif, jouant parfois jusqu'à l'épuisement. Des scientifiques de plus en plus nombreux mènent des recherches sur le sujet, dans l'espoir de découvrir si les animaux en tirent au final plus d'avantages que d'inconvénients. Il est difficile de dire précisément en quoi consiste le jeu, s'il est profitable et quelle a été son évolution. La première difficulté est de définir ce que l'on entend par la notion de jeu. Les scientifiques s'accordent à dire qu'une des caractéristiques du jeu est qu'il ne semble pas avoir de but précis. Autre élément clé, il se fait sur une base volontaire entre des joueurs qui doivent avoir envie de s'amuser. Or, l'animal ne joue que s'il est détendu. Quant au comportement lui-même, il peut nous faire penser à un combat, à un accouplement, voire à une chasse, mais ce n'est qu'une illusion. Ils ont l'air plus qu'heureux de participer. En fait, les scientifiques pensent aujourd'hui que le plaisir tiré du jeu constitue l'une de ses fonctions essentielles. Ce qui est certain, c'est que le jeu est particulièrement courant chez les jeunes animaux et plus répandu parmi certaines espèces. C'est ce qu'a pu observer le biologiste Mark Bekoff, qui étudie le jeu animal depuis plusieurs décennies à l'Université américaine du Colorado. Dans une espèce donnée, les jeunes animaux jouent généralement plus que les adultes, car ils ne sont pas responsables de leur propre vie. Ils sont nourris et protégés. Le jeu survient chez les animaux jeunes quand ils ne sont pas encore responsables. Les jeunes animaux peuvent même mordre les plus âgés sans qu'on leur en tienne rigueur, mais dès qu'un jeune devient un concurrent en matière de nourriture ou de reproduction, les animaux plus âgés n'aiment plus jouer, car le jeune menace leur statut. Les comportements ludiques débutent peu après la naissance. Certains animaux sont même prêts à jouer quelques jours, voire quelques heures à peine après leur venue au monde. À les regarder, il semble évident que ces jeunes animaux jouent pour se préparer à leur vie future. C'est en tout cas ce qu'ont pensé les scientifiques durant de nombreuses années. Le jeu était alors perçu comme une phase d'apprentissage informel de la chasse, des combats et de l'accouplement. À travers leur jeu, les jeunes animaux paraissent en effet imiter leurs aînés. On peut d'ailleurs repérer des éléments du comportement adulte lorsqu'ils courent, chassent ou luttent. Toute aptitude indispensable plus tard à leur survie. Mais après avoir effectué d'imposantes recherches, les scientifiques pensent aujourd'hui que l'idée d'un entraînement des jeunes pour leur vie future est réductrice. Les bénéfices du jeu semblent être bien plus subtils. Il pourrait avoir des effets positifs immédiats pour les jeunes animaux. Il leur apporte sans aucun doute un exercice physique. Et il pourrait aussi les aider à établir leurs rôles sociaux et développer leur capacité de communication au sein du groupe. Les scientifiques suggèrent même que les plaisirs ludiques procurent une sensation de bien-être physique et psychologique. Le jeu offrirait aussi l'opportunité de tester des comportements risqués en toute sécurité. Il préparerait donc les animaux à des problèmes futurs en les mettant dans des situations inattendues. Autant de paramètres que nous allons explorer au cours de ce périple dans le monde du jeu. Beaucoup d'animaux sont visiblement très joueurs, mais toutes les espèces pratiquent-elles pour autant ces activités ou bien certaines ont-elles mieux à faire de leur temps? Suite à de longues années de recherche, le docteur Gordon Burghardt a élaboré une théorie permettant d'identifier les animaux les plus susceptibles de jouer. La théorie du surplus de ressources est une idée qui m'est venue pour essayer d'expliquer pourquoi certains animaux jouent et dans quel contexte. L'idée est que les animaux jouent lorsqu'ils évoluent dans un environnement favorable. Nous savons que si les animaux ont un accès facile à la nourriture,
et que les ressources sont abondantes dans la nature ou en captivité, ils jouent plus que des animaux qui n'ont pas de nourriture en quantité suffisante ou qui passent leur temps à en chercher. Si l'on doit passer son temps à assurer le minimum vital, alors on n'a pas de temps à consacrer à une activité qui semble futile ou dont on tire peu de bénéfices. Les babouins olives sont présents dans toute l'Afrique centrale. Et si l'on suit la théorie du docteur Burghardt, ils semblent bien placés dans la course au jeu. Principalement végétariens, ces primates se nourrissent d'herbes, de feuilles, de fruits et, à l'occasion, de petits animaux. S'ils passent une bonne part de la journée à chercher de la nourriture, celle-ci est abondante et les babouins disposent donc de temps libre qu'ils consacrent à dormir, s'épouiller ou à jouer. Les jeunes babouins disposent en effet d'une réserve d'énergie qu'ils utilisent en général pour batifoler dans les alentours. Ils sont encore nourris par leur mère et n'ont aucune raison de gaspiller leur précieux temps de récréation en quête de nourriture. Chez eux, le jeu fait son apparition quelques semaines après la naissance. Durant cette période bénie, libre de toute responsabilité, tous les jeunes s'amusent ensemble. Les animaux qui ont reçu le plus de soins parentaux étant jeunes sont ceux qui jouent le plus. Si les parents leur fournissent des ressources, protègent les petits des ennemis et les gardent à l'abri ou dans un environnement propice à leur survie, ils s'ennuient en quelque sorte. Ils ont du temps, ils ont reçu l'alimentation dont ils ont besoin pour se développer. C'est dans ce contexte qu'on pourrait observer le jeu. On sait que les animaux qui bénéficient de soins parentaux prolongés sont plus joueurs que ceux qui auront été maternés pendant une période plus courte. Les babouins olives vivent au sein de groupes pouvant atteindre 200 individus, parmi lesquels les jeunes demeurent sous la surveillance de leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Les bébés babouins s'éloignent très peu des adultes. Quelqu'un est toujours prêt à faire du babysitting pour que les jeunes soient constamment protégés des prédateurs. Après cette période de soins parentaux intenses, les adultes lâchent un peu de lest. Et il faut dire que les parents babouins ne sont pas du genre strict. Ils autorisent leurs rejetons à prendre des risques en s'engageant sur des terrains de jeu pour le moins aventureux. Les jeunes disposent donc d'énergie superflue ainsi que de la protection de leurs parents. Mais un troisième élément rend ces animaux plus enclins que d'autres aux activités ludiques. Il existe un autre facteur important. On observe que les animaux qui peuvent faire bouger leurs membres, leur visage et leur corps, jouent plus que ceux qui sont limités à certains types de comportements. Si leur répertoire normal comprend beaucoup d'activités différentes, on remarque que ces animaux peuvent réarranger et utiliser ces comportements dans des contextes différents et s'entraîner à faire diverses choses. Ceci semble être un facteur important dans le jeu. Les animaux doivent donc posséder certaines caractéristiques physiques pour intégrer l'univers ludique. Les babouins sont sans aucun doute très adroits. Et lorsqu'ils seront grands, ils devront être capables de faire du tout-terrain, traverser des rivières ou monter aux arbres pour dénicher de quoi se sustenter. Ces intrépides aventuriers vont devenir experts en quête de nourriture, même dans les lieux les moins accessibles.